Je dis merci. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le frère Sergio et puis le frère Kwasi, puisque c'est eux qui sont opposés au régime en place. Et donc, leurs interventions, en tout cas, m'intéressent particulièrement. Alors, il a pris les bilans du président Laurent Gbagbo, celui du président Ouattara et celui du président Bédié, dont M. Thiam a l'obligation d'assurer la responsabilité et l'héritage. Puisqu'il a pris le parti en héritage, on lui a donné ça sur un plateau d'or, alors qu'il n'en avait, il ne remplissait pas les critères, mais on lui a donné le pouvoir au PDCI parce que c'est un baoulé. Voilà. Donc, il dit que le bilan du président Gbagbo est très bon parce qu'il s'est battu. Mais quand on a élu le président Gbagbo en 2000, on ne l'a pas élu pour qu'il vienne se battre. On l'a élu, le peuple lui a donné. Il y a quelqu'un qui fait du bruit là. Pardonnez, mettez Ah, vos c'est moi, mute. c'est moi. Voilà. Donc, quand on lui disait Gbagbo en 2000, il avait un programme. Dans tous les secteurs, il avait un programme de gouvernement. Il avait un programme donc au niveau de la sécurité, de la défense du pays. Il avait un programme pour le social. Il avait un programme pour les planteurs. Il avait un programme pour l'emploi des jeunes. Il avait un programme comme on appelle, les universités. En tout cas, dans tous les secteurs, il avait un programme. Mais faisons le bilan de tous ces programmes, de ce qu'il a promis aux Ivoiriens. On ne vient pas au pouvoir pour se battre. On vient au pouvoir pour mettre en place un programme. Et dans ce programme, le premier pilier, c'est la défense et la sécurité. Et je crois qu'il y a Brice qui l'a si bien dit. Le premier pilier d'un programme, c'est la sécurité. Parce que la sécurité, c'est la base. Donc, aucun gouvernement sérieux, aucun président sérieux ne peut venir au pouvoir sans mettre l'accent sur la sécurité et la défense. Aujourd'hui, regardez, pourquoi est-ce que le président Roch est parti? Pourquoi est-ce que le président, comment on appelle, Ibeka est parti? Pourquoi Bazoum est parti? Mais c'est parce que ils ont estimé qu'ils étaient incapables d'assurer la défense et la sécurité de leur population. Ils n'ont pas tenu compte donc de ce qu'il aurait promis ici au sein. Mais ils ont estimé que tu as failli. Parce que la responsabilité d'un président de la République, c'est d'assurer d'abord la sécurité de ses concitoyens, leur défense, leurs biens, protéger leur vie. Mais quand tu as failli à ce niveau-là, on ne vient pas me dire non, je me suis battu. Tu t'es battu contre qui? Parce que d'ailleurs, la définition de l'État, c'est quoi? On dit l'État a le monopole de la violence physique légitime. Aucun autre groupe, aucun autre détachement ou groupe d'individus ne peut s'approprier ne serait-ce qu'une parcelle de ce pouvoir. Ce n'est pas possible. Donc Gbagbo a échoué. Parce qu'il n'avait pas les capacités d'assurer son rôle régalien qui était de protéger le pays. D'ailleurs, comme on appelle, quand tu prends un pouvoir après un coup d'État, et tu as vu que les élections se sont très mal placées, des militaires donc qui sont à l'extérieur du pays, il y a une crise qui accompagne l'élection avec des charniers et autres. Il y a des militaires même qui tentent de te renverser en 2001. Donc ça veut dire que tu es informé de ce qui se passe et tu as l'état de la situation. Tu sais que ton pouvoir et le pays sont en danger. Donc tu n'as pas été surpris. Il n'a pas été surpris et surtout que des pays amis comme la France, le Burkina Faso, lui ont dit, Monsieur le Président, vous avez des compatriotes ici qui étaient dans l'armée, mais qui sont venus, qui sont ici, qui cherchent à rentrer dans leur pays. Comment on fait pour les aider à y aller? Il a dit, lui, il s'en fout. Et il disait à qui voulait l'entendre, qu'il savait où les militaires déserteurs, où est-ce qu'ils prenaient leur petit déjeuner, où est-ce qu'ils prenaient leur café, où est-ce qu'ils, dans quelle boîte de nuit, donc ils allaient pour se divertir. Donc quand tu as donné cette assurance au peuple et que tu avais les moyens de savoir et de les surveiller et que tu voyais le dos du nageur, aujourd'hui, personne ne peut venir s'asseoir ici pour dire non, il s'est battu donc il a réussi. Alors qu'il était informé de la situation. Donc vraiment ce monsieur, moi je ne pense pas que on devrait même analyser son bilan parce que c'est l'échec patent.
Il a échoué à tous les niveaux. Au contraire, il a emmené notre pays dans des tourmentes pas possibles. Des morts, des populations déplacées. Tout ça à cause de son irresponsabilité. Mais moi, je pense qu'un jeune qui est à la recherche d'un avenir meilleur ne devrait vraiment pas porter sa voix ou souhaiter même que Gbagbo arrive au pouvoir. Parce qu'il a échoué. Donc vraiment, pour lui, ne m'intéresse pas trop, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, parce qu'à tous les niveaux, au niveau de la démocratie, il a échoué. C'est sous lui que des journalistes ont été assassinés, d'autres disparus. La FESI avait pris en otage l'école. L'école. Pour tous ceux qui étaient à l'université, mais la FESI avait pris l'école en otage. Au vu au sud de Laurent Gbagbo lui-même. La FESI était une milice à la solde du pouvoir en place. Les étudiants étaient martyrisés par la FESI, les professeurs étaient frappés, et même la police n'avait pas droit de citer devant ces personnes. Les magistrats pouvaient juger des gens. Je suis un témoin oculaire, puisque depuis 2015, j'étais à l'université à Bobo Adjamé. Tu vois ça? Donc, tu vois, même les cités universitaires étaient mises en location par les membres de la FESI. C'est eux qui avaient le droit de citer sur le campus. Donc, vous voyez, on ne peut pas parler de bilan avec ce monsieur. Donc, quand je vois Sergio Ramos, bon, il est dans son droit, hein, il est de l'opposition, et donc c'est tout à fait normal. Moi, mais je suis surpris qu'il n'ait pas donné 10 sur 10 à M. Gbagbo et qu'il lui a donné 7. Bon, ça, ça démontre aussi du niveau de réflexion d'un certain nombre de personnes. Mais ça, c'est pas grave. Donc, il a échoué. Au niveau de la santé, il a échoué. Il n'a construit aucun centre de santé. Il a débuté, je crois, le CHU de Angré, donc, qui était un hôpital général, dont l'argent n'est même pas venu dans des caisses de l'État, mais de, comment on appelle, des déchets toxiques. Voilà un gouvernement qui est dit responsable, qui fait l'importation des déchets toxiques des Blancs. C'est-à-dire que c'est les déchets toxiques qui étaient en Hollande. Tous les pays ont refusé de recevoir les déchets toxiques. Même le Nigeria, qui est l'un des pays les plus corrompus au monde, a refusé les déchets toxiques. Mais Gbagbo et son gouvernement ont accepté les déchets toxiques et ont déversé ça dans tout Abidjan pour tuer les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas réussi à protéger les Ivoiriens d'un point de vue sécuritaire, mais même leur santé. Rien. On importe des déchets toxiques pour tuer une population. Et on va venir défendre ce bilan pour dire non, ce monsieur a 7 sur 10. Une question, M. Kokora. Oui, allez-y. Une question pour M. Kokora. Ils disent que c'est Adama Bitogo qui a ordonné ça. Adama Bitogo. Parce que je ne sais pas s'il était quoi ou quoi. C'est même pas une question à laquelle je dois répondre. On ne doit même pas répondre à ça. Qui était le président de la République de Côte d'Ivoire? On doit même pas répondre à ça. En fait, non, en fait, c'est des propos qui arrivent. Il faut éclairer la lanterne des gens. Effectivement, on a ces propos. Mais ça fait partie de leur irresponsabilité. Adama Bitogo avait quelle responsabilité étatique en ce moment? Il n'était pas le DG du port, il n'était pas le DG de la douane, il n'était pas le gouverneur du district, il n'était pas le ministre du transport, il n'était pas celui qui devait, il n'était pas le directeur du SIAPOL, parce que c'est SIAPOL qui contrôle tout ce qui rentre en Côte d'Ivoire en termes donc de, je veux dire, de toxicité et tout ça. Mais Adama Bitogo n'avait rien à voir avec ça. Vous voyez, donc c'est l'irresponsabilité du pouvoir en place, du pouvoir qui était là. Tout ce qui arrivait dans le pays, et ils n'étaient pas informés. Gbagbo, quand ça arrive, il dit c'est pas lui. Ces ministres disent que ce ne sont pas eux. C'est d'autres personnes qui n'avaient aucune responsabilité dans le gouvernement qui étaient pointées du doigt. Mais ça montre que c'est un pouvoir qui était irresponsable. Voyez-vous même là, il y a des gens qui ont tué des gens en plein Abidjan. On peut estimer même que ce n'est pas ton pouvoir qui les tue. Kamara H est assassiné. Dakouri Tablé Benoît, qui vient de son village, qui a été son propre médecin personnel. Guéhi est assassiné. Émile T est assassiné. Des étudiants comme Abi Dodo sont assassinés. Mais il n'y a même pas un début d'enquête entre nous. Et c'est ce bilan-là que, bon, vous voyez, Sergio Ramos, il a fui. Donc vous voyez, c'est ce bilan-là que quelqu'un va venir. Mesdames et messieurs, il faut qu'on soit vigilant. J'ai dit d'être vigilant. J'ai dit d'être vigilant. Ils disent que le 10 mai prochain, une convention du PPACI va se réunir pour confirmer
le choix de Laurent Gbagbo comme candidat. Cora, Donc, je vous peux voyez avoir que- une motion, s'il te plaît. Allez-y. C'est pour appuyer tes propos. Pour effacer même les crimes de l'escadron de la mort, si tu regardes le décret d'amnistie de 2007, on a inclus toutes les bavures de l'armée pour ne pas qu'on vienne mener des enquêtes sur ces personnes-là. Effectivement. Merci. Voilà, effectivement. Donc, tu vois, c'est un pouvoir qui était irresponsable. Donc, ils vont dire non, il y a une crise, il y a la rébellion qui éclate. Alassane Ouattara assis chez lui le matin en train de boire café, il échappe à la mort. On dit non, c'est lui qui est à la base de la rébellion, c'est lui qui est le père de la rébellion. Ça dit, voilà des gens, je ne sais pas s'ils nous prennent pour des idiots, ou bien c'est eux-mêmes qui sont des idiots. Comment quelqu'un va fomenter un coup d'État? Il est au courant qu'un coup d'État, là, soit ça échoue, ou bien si ça réussit. Il est assis à quelques encablures de la maison du président Laurent Gbagbo. Et puis, il ne prend pas de précautions pour se mettre à l'abri. Au cas où ça échouait, il pouvait s'échapper. Mais il est assis là, avec sa femme, avec tout le monde, et puis il est assis là. Et on dit que c'est lui qui est en train de faire la rébellion. Vous voyez, ça dit, je ne sais pas comment expliquer la mentalité de ces gens, mais c'est difficile de parler d'eux. Donc, je vais passer là-dessus. Je vais m'attarder sur le bilan du président Alassane Ouattara. Vous voyez, c'est de la malhonnêteté que les gens font. Comme ce qui est visible là, ils ne peuvent pas nier. Donc les Sergio Ramos vont venir pour dire oui, au plan des infrastructures, il a travaillé, il a fait des routes, il a fait... Parce que ça, c'est visible. Donc il ne peut pas cacher ça. Mais comme le social, c'est quelque chose qu'on ne peut pas pointer du doigt. Ça peut être une question de perception, de perception de quelqu'un ou bien d'une perception personnelle. Donc, c'est difficile de le démontrer. Alors, il s'accroche dessus pour dire non, le président a échoué au niveau du social. Alors que le président Ouattara, en termes de social, a fait mieux que le président Houphouët-Boigny. Et les faits sont là. Dès que le président prend le pouvoir en 2011, au niveau de l'école, vous savez, quand on était, je sais que vous avez passé des concours d'entrée en 6e. En 2012, c'est-à-dire dès que le président arrive au pouvoir, en 2011, l'année scolaire était déjà terminée, mais en année scolaire 2011-2012, le président supprime ce qu'on appelle concours d'entrée en 6e. Pour permettre aux enfants qui ont 10 de moyenne, qui ont le CEP, d'aller en classe supérieure. Parce que voyez-vous un système scolaire où l'enfant a 10 de moyenne, mais on dit non, il ne peut pas avancer. Parce que tout simplement, il y a insuffisance d'infrastructures d'accueil. Parce que quelqu'un qui a 10 de moyenne sur 20 ou bien 5 sur 10, il est admis. On estime que quelqu'un qui a BPC et qui a, comme on appelle, 10 de moyenne, donc au BPC sur 20, il est admis. Il va aller en classe supérieure. Mais quelqu'un qui a passé l'entrée en 6e, qui a 10 de moyenne, on dit lui, il ne doit pas partir, on va le recaler et on met des points, tout ça pour recaler les enfants. Le président supprime ça. Déjà en 2015, le président débloque le salaire des fonctionnaires. Le salaire des fonctionnaires avait été bloqué depuis 1988. Pourquoi je peux avoir une motion, s'il te plaît? Allez-y. D'accord, merci beaucoup, frère. Je n'arrive pas à comprendre le petit paragraphe que tu as donné par rapport aux 10 de moins des enfants. Normalement, 10 de moins, tu dois passer en année supérieure. C'est ça. Et si en plus de ça, tu as eu le CEP, tu l'as effectivement passé. Mais tu as essayé de mettre tu as fait une relation avec le manque d'infrastructure. Dis-moi, est-ce que tu connais un seul enfant qui a eu le CEP, qui a eu 10 de moyenne et qui n'est pas passé en année supérieure? Est-ce que tu en connais? Ah, mais c'était notre cas. Ou bien toi, tu as pas... Ou bien l'entrée en 6e là. Non, c'était pas notre cas. Ce n'est pas... Je dis que c'était... Je t'explique. Avant Alassane Ouattara, voilà ce qui s'est passé. L'enfant passe le CEP. Est-ce que tu vois? Le CEP, c'est un examen. Mais l'entrée en 6e, c'était un concours. Et on donnait un certain nombre de points. On pouvait dire, bon, cette année, on fixe l'entrée en 6e à 110 points, un quart. Donc, tous ceux qui vont avoir 110 points n'iront pas au collège. C'était un concours. Voyez-vous, il y a des gens chez nous qui ont eu le CEP, mais qui ont fait 4 fois l'entrée en 6e. Parce que souvent, on peut dire, bon, 115 et demi. L'enfant à 115, il ne va pas au collège parce qu'il n'est pas admis. C'était un concours. Ouais, voilà, ils étaient obligés même de faire des repêchages. On dit que tu es repêché et tout ça là.
Non, repêchage même la CHO, c'est au niveau du BPC. Tu vois, à l'entrée, s'il n'y a pas de repêchage, et le repêchage, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas eu la moyenne, soit, par exemple, bon, oh, je prends le bac, hein, on dit qu'il faut 200. Quelqu'un qui a eu 198, on fait un repêchage pour lui donner le bac. Ou bien on regarde les moyennes, les matières spécifiques, et puis on lui donne, bon, ça c'était le repêchage. Mais à l'entrée en sixième, là, c'est un concours. Et on fixe un point pour dire, voilà le point, le nombre de points que les candidats doivent obtenir pour aller à l'entrée en sixième. Parce que il y avait insuffisance d'infrastructures. Et Thiam vous dit que sa conférence, non, son interview devant Ali Derasouba, allez-y écoutez, il dit en 98, les statistiques disaient que seulement 10% des enfants arrivés au CM2 pouvaient continuer leur cursus scolaire. 90% étaient rejetés dans la rue. Voilà ce que Thiam dit. En 98, en parlant donc du coup d'état, je veux dire, de la situation qui est arrivée, il a dit, c'était lié au manque de formation. Parce qu'il y avait insuffisance d'infrastructures. Et il a même ajouté que le PASS a empêché l'État de construire donc des infrastructures en masse pour former comment on appelle, les enfants. Et donc, il y avait seulement 10% des enfants arrivés au CM2 qui pouvaient poursuivre leurs études. Donc 90% rejetés du système scolaire. Donc quand le président arrive en 2011, il met fin à ça. Tous ceux qui ont leur CP directement au collège. Parce que ce n'était pas normal. Ça, c'est une politique sociale. Parce que, qu'est-ce qui se passait? Ceux qui avaient, les parents qui avaient un peu de moyens, à payer qu'on appelle l'entrée en sixième pour les enfants. Parce qu'ils souhaitaient que les enfants continuent. Ils n'ont pas eu l'entrée en sixième, le concours d'entrée en sixième, donc les parents payaient dans les écoles privées. Voilà pourquoi il y a eu, les écoles privées avaient poussé comme des champions. C'était devenu un business. C'est-à-dire, le système scolaire était devenu du marchandage. Il y avait des écoles boutiques, donc qui accueillaient ces enfants. Donc le président met fin à ce système et il procède à la construction de lycées et collèges en masse, avec 550 lycées et collèges, là où tous les pouvoirs en 51 ans ont construit 276 lycées et collèges. Moi, dans mon village aujourd'hui, il y a un collège de proximité. Ce qui fait que l'enfant qui obtient son entrée en sixième dans mon village n'est plus obligé d'aller dans le département à Bongwanou, à Ara ou à Dembokro. Moi, j'ai eu mon entrée en sixième dans mon village. Je suis allé au collège à Dembokro. Dembokro, mon village, c'est plus de 100 km, 150 km. On est obligé d'aller chercher un tuteur. S'il n'y a pas de tuteur, tu es obligé de louer une maison. Avec tout ce que vous connaissez. Un enfant qui arrive loin de ses parents. Mais si l'enfant n'est pas pris en charge, il n'est pas encadré. Voilà pourquoi vous voyez les jeunes filles tombent beaucoup enceintes. Parce qu'elles ne sont pas encadrées. Elles sont loin de leurs enfants. Mais un président qui vient et qui construit des lycées et collèges, des lycées de collèges de propriété dans le village des gens, vous dites que ça, c'est pas une politique sociale. Ça, c'est une politique sociale. Et le président qu'on appelle débloque le salaire des fonctionnaires. Donc, chaque 2 ans, les fonctionnaires ont une augmentation salariale. Et il augmente le salaire. Ça, c'est une politique sociale. Le président, dès 2011, après l'arrestation de Laurent Gbagbo en mai, le président met en place la politique de la gratuité totale. Au moment des faits, la ministre était Madame le professeur Thérèse Yoma. C'est elle qui était ministre, elle est du PDCI actuellement, vous pouvez lui demander, c'est sous elle que cette politique a été mise en place, c'est-à-dire au sortir de la crise, tous les habitants de la Côte d'Ivoire, ivoiriens ou non, avaient la possibilité de se faire prendre en charge dans un hôpital public sans payer un rond. C'est ce qu'on appelait la politique de la gratuité totale. Quand on sort de la crise en 2012, janvier 2012, le président met en place ce qu'on appelle la politique geste formel chérisse la fiction. Dès le premier jour, avec l'adaptation virtuose de séries Charrier et d'Absalon de Faulkner, et jusqu'au dernier, avec la magistrale mise en scène de Christopher Mikowski, Elisabeth Costello, 7 leçons et 5... Revenons à la mission claire du message. Dans cet assaut de la réalité sur les scènes d'Avignon, 2
et jusqu'au dernier avec la magistrale mise en scène de Christopher Bukowski, Elisabeth Costello, 7 leçons et 5 comptes beaucoup. Amphi construit. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec tout cet argent? Alors qu'il y avait une croissance de 7%. À quoi a servi le fruit de la croissance sous le pouvoir du PDCRDA dont hérite M. Thiam? Voilà. Ils ont dégradé tous les indicateurs macroéconomiques. L'IDH dégradé, comment on appelle, le taux de pauvreté dégradé, l'espérance de vie dégradé. Tout avait dégradé sous ce pouvoir-là. Parce qu'ils ont utilisé cet argent-là à d'autres fins. Ils ont utilisé cet argent pour construire les travaux pharaoniques de Pepressou et de Kukurandoumi. Et quand un ministre du plan et du développement lui-même vient affirmer aujourd'hui que c'est seulement 10% des enfants qui arrivaient au CM2 pouvaient poursuivre leurs études, mais allez-y comprendre quelque chose. C'est un échec patent. Ça veut dire, c'est un génocide même, je veux dire intellectuel. Un génocide de la jeunesse. On nous parle, bon, je vais finir sur l'emploi des jeunes au niveau du président. Le président avait promis 1 million d'emplois de 2010 à 2015. Mais il a réalisé les 1 million d'emplois. Aujourd'hui, de 2010 à aujourd'hui, c'est 3 millions d'emplois qui ont été créés par le président Ouattara. C'est le seul qui a mis en place des politiques rigoureuses à l'endroit de la jeunesse. Année de la jeunesse avec plus de 361 milliards. L'année de la jeunesse qui va jusqu'en 2025, c'est plus de 1000 milliards. Quel est le gouvernement qui a déjà débloqué une telle somme en faveur de la jeunesse? Ça n'a jamais existé. C'est lui qui s'attaque à ces choses. Au niveau des femmes, avec le fonds FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, c'est plus de 80 milliards aujourd'hui qui ont été distribués aux femmes de Côte d'Ivoire. Quel est le gouvernement, même y compris le gouvernement du président Fouboy, qui a déjà mis en place une politique à l'endroit des femmes, au point d'accorder près de 80 milliards pour adresser donc leurs besoins. Mais est-ce que ça, c'est pas une politique sociale? Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que on aura vraiment l'occasion d'en parler des bilans. Et moi, je remercie beaucoup d'avoir mis ce thème-là, bilan contre bilan, parce que c'est de ça qu'il va s'agir. Il ne sera plus question donc de bavardage. Chacun va venir dire aux Ivoiriens ce qu'il a fait. Et prochainement, il faut mettre encore le débat sur ce que chacun propose. On va finir avec le bilan, mais après, on va mettre comme sujet proposition du RHDP de 2025 à 2030. C'est bon. Proposition de Thiam de 2025 à 2030. Proposition du PPACI de 2025 à 2030. Parce qu'on a suffisamment parlé du passé, il est temps de parler de l'avenir. Merci. Exactement. Merci beaucoup, monsieur.